Excellences, Mesdames, Messieurs, le sujet qui m'a été proposé porte sur la tradition et la modernité en contexte des jeunes. Je voudrais donner une orientation à ma réflexion qui a pour but non plus de faire des analyses sur la signification de la tradition et de la modernité, mais je voudrais permettre que nous puissions parler aux jeunes de ces réalités par rapport à ce que ce contexte des rapports tradition et modernité peut leur apporter. La tradition renvoie certainement à la culture africaine et la modernité davantage à la culture importée. Ce qui est important, c'est de dire non pas comment valoriser la modernité puisqu'elle est déjà assez impérative, elle est déjà assez colonialisatrice, elle est déjà assez imposante par elle-même au regard de la force de ses capacités à s'investir dans d'autres milieux culturels. L'enjeu de l'Afrique et des jeunes de l'Afrique, c'est comment revaloriser la tradition, comment faire en sorte que les jeunes y découvrent de nouvelles capacités de s'exprimer, de vivre et de bien vivre. C'est ça qui nous intéresse. Une tradition opérative, utile, une tradition qui enrichit et qui apporte un plus dans le concert des cultures que le monde moderne, qui est un village, impose à tout le monde. Pour nous donc, je voudrais reconnaître que quand nous parlons de la tradition et de la modernité, nous avons des lieux géographiques pour cela, des univers culturels adaptés pour cela. On peut dire que la ville, par exemple, est le berceau de la modernité, comme on peut dire que le monde rural est le berceau de la tradition, même si les frontières sont fluides. Mais qui veut vivre la tradition va surtout la vivre au village et la modernité est régnante dans la ville. Alors la question que je me pose pour cet exposé, la voici. Le monde rural peut-il être utile aux jeunes comme berceau de la tradition culturelle de nos peuples? Le monde rural a besoin de développement. Un développement ouvert, intégral, et c'est par cette voie seulement que les jeunes peuvent mieux appréhender l'utilité de la tradition. Car il ne s'agit plus simplement de faire des conférences sur la tradition, mais de montrer comment elle est opérationnelle et comment elle peut contribuer aujourd'hui au bon épanouissement des jeunes. D'où la question de savoir qu'est-ce que le monde rural doit pouvoir apporter aux jeunes. En d'autres termes, quel développement rural faut-il préconiser pour que les jeunes y adhèrent et y trouvent
la nécessité de s'investir. Le faisant, je suis sûr que ils vont pouvoir revaloriser la tradition et la mettre non pas en conflit avec la modernité, mais la conjuguer concomitamment avec la modernité. Le développement rural est à considérer donc comme un vrai projet qui porte l'espoir d'une Afrique et de sa jeunesse pour un bien-être pour tous. Les zones rurales de nos pays, après avoir subi l'hémorragie démographique de l'exode rural, c'est-à-dire l'exode rural est un phénomène lié à la modernité, ces zones rurales offrent bien souvent le théâtre de la misère et de l'inertie sans retour, ce qui fait que quand on parle de tradition aux jeunes, ils constatent que cela n'amène pas de développement. Et donc, ils s'en détournent et ne considèrent pas cela comme de vrais projets de vie. Cependant, ces villes, grossies par l'afflux des masses paysannes, se retrouvent aujourd'hui engorgées dans la surpopulation qui vit privée de dignité et du minimum essentiel. Le chômage croissant, la vie des bidonvilles, la promiscuité, la délinquance, l'indisponibilité des biens vitaux, tout cela donne la preuve de l'échec d'un développement urbain pour tous et en même temps la nécessité de proposer des voies d'équilibre dynamiques telles que l'accélération du développement rural comme complément nécessaire à l'effort de développement global des pays africains, de la jeunesse africaine, en proie à une pauvreté endémique. La réalité donc, c'est que cette même modernité qui s'impose n'est pas nécessairement la voie d'un bien-être de la jeunesse. Et le développement rural qu'on néglige paraît être comme une autre possibilité d'aider les jeunes à sortir de la crise dans laquelle la modernité les plonge. Le projet qu'on peut donc dire serait celui-là, développer le village en même temps que la ville, semble être un projet équilibré parce qu'il permet que nous découvrions les valeurs traditionnelles africaines et surtout qu'on puisse les mettre aussi en compétition avec les valeurs et les options de la modernité. Au village et à la ville, voilà une expression bien connue de nos livres scolaires d'antan. Cela portait déjà le souci de concilier la croissance du génie de la tradition et celui de la modernité. La croissance des ruraux et des citadins, la synergie des potentialités socio-économiques rurales et urbaines, bref, la promotion concomitante de la ruralité et de l'urbanité, en d'autres termes, la promotion concomitante de la tradition et de la modernité. Le choix du thème du développement rural peut être donc considéré comme un appel au secours au regard des souffrances bien grandes de nos populations rurales qui menacent de sonner le glas de tout un héritage séculaire riche de potentialités multiples, le glas de la tradition. Notre intérêt au développement rural est donc comme un cri d'espérance pour dire que la zone rurale a des solutions complémentaires et spécifiques au projet de développement global que la ville n'a pas et qu'il serait efficace de considérer le village comme l'autre pilier du développement global de nos pays sur fond de la tradition en complémentarité à la modernité. Sans pouvoir être exhaustif sur les richesses humaines, sociales et économiques de la zone rurale, nous pouvons en soulever quelques aspects.
pour permettre que, quand nous parlons de tradition, c'est bien loin d'un discours léger ou évasif. Il y a du concret. La tradition est porteuse de richesses. Notre première découverte, c'est l'édifice sapientiel. La sagesse de l'évangile de Jésus est construite sur l'environnement humain et naturel de la zone rurale. Pour tout dire, l'évangile est né à la campagne. Le berceau sapientiel de l'évangile est le village. Les paraboles, les rencontres, le quotidien des habitants de Galilée, tout cela rend compte aujourd'hui de cette sagesse dont est porteuse la vie au village. De par son passé, chacun de nos villages, berceau de la tradition, est à la fois le berceau de nos ancêtres et l'âme de la tradition de notre culture. Et cette tradition qui constitue avec la modernité les deux piliers de la culture contemporaine. En reconnaissant que la vie rurale a inspiré la proclamation de l'Évangile, sagesse millénaire, pleine d'humanisme et de foi en Dieu, nous reconnaissons que c'est bien au village qu'est l'école de la vie. L'affirmant ainsi, nous voulons restituer à la sagesse ancestrale toute son actualité et sa pertinence. La fréquentation des textes oraux et écrits de la littérature ancestrale donne à découvrir la profondeur de la maîtrise de la vie atteinte par nos ancêtres. Ou mieux encore, l'art de puiser dans cet environnement naturel la lumière essentielle. Oui, la tradition est le fruit d'une longue et séculaire recherche de nos ancêtres. Il y a des produits d'une rare pertinence. Le paradigme de Jésus dans les évangiles est si convaincant qu'on pourrait affirmer qu'au commencement était la ruralité. Cet héritage rural, riche de sa littérature, de ses rites, de son organisation, de ses croyances, de ses métiers, ne peut être enterré, bien au contraire. Il constitue un capital immense dont la rentabilité est ouverte à tous les domaines. Le développement rural ou le développement de la tradition consisterait donc dans cette approche-là à recréer une ruralité qui s'exprime, à mettre en valeur ces énormes richesses. Venons donc à cette école de la vie qui se fait sous l'arbre, dans la case à palabre, au clair de lune, au contact de la terre. Le deuxième point, c'est que le développement rural ou le développement de la tradition, par-delà l'aspect matériel, est porteur de croissance spirituelle. L'Évangile, comme expression de la réalité rurale, nous fait découvrir l'autre monde de l'invisible, le monde des esprits qui œuvrent à la spiritualité. À côté des anges de Bethléem, de l'enfance de Jésus et du désert où il a été tenté, à côté de l'Esprit Saint, sous une forme corporelle comme une colombe, l'Évangile fait découvrir le monde de mauvais esprits persécuteurs, violents, destructeurs, forces du mal, heureusement chassés par Jésus, chassés et non tués parce que l'esprit, quel qu'il soit, ne meurt pas. Ce monde des esprits réels et non factice, le village le connaît bien. Au village, on connaît le fantôme. Ici, on connaît le spiritisme. Ici, on connaît la communication des esprits, la métamorphose, la métampsychose, le voyage astral, les mystères de la nuit, les combats de la nuit, les formes variées de sorcellerie, etc. Cette dimension mystérieuse du village est aussi déterminante dans le développement global. Et d'ailleurs, même vivant en ville, on n'y échappe pas. Au contraire, le mysticisme rural a conquis la ville. Cela veut dire que le domaine spiritiste ou spirituel du village, à cause de l'importance qu'il prend, touche la jeunesse. Peut-être même bloque la jeunesse. Voilà pourquoi il est important de se dire, on ne peut pas fuir la tradition.
elle nous rattrape. Et donc, au lieu de la fuir, ou de la minimiser, ou de la mépriser, il est important plutôt d'essayer de la maîtriser. Le développement rural peut donc apporter dans ce contexte l'aptitude de retrouver la maîtrise du monde des esprits, comme c'est le cas avec Jésus, comme ce fut le cas avec nos ancêtres. En considérant certains voyages des citadins au village, dont le but est très souvent de reconstruire la force vitale pour affronter les défis de la vie professionnelle et familiale, l'on peut dire que c'est urgent de considérer cette question comme très liée au développement global, au développement de la jeunesse, qui passe nécessairement par la qualité des hommes qui l'animent. En considérant également l'exode rural de masse vers les villes, l'on peut dire que l'un des facteurs évoqués est très souvent la fuite de ce monde des esprits. En considérant aussi la rupture entre les élites et le village, l'abandon de certains de tout l'héritage ancestral, l'on comprend que la maîtrise des enjeux de ce monde des esprits, objet de tant de suspicion, s'avère décisive pour le progrès de tous. Le développement rural, c'est-à-dire le développement de la tradition, devient donc en cela un auxiliaire incontournable de la dynamique de développement national. Le troisième point important, c'est ce volet du développement rural que nous préconisons et sa dimension domestique. Le notable du village, qui est comme le garant de la tradition, aspire lui aussi à l'autosuffisance. Comme autrefois, le village offre des possibilités pour vivre décemment et dignement. La croissance domestique de chaque famille pourrait être un objectif apte à rendre la vie de nos villages saine, prospère et agréable, et à donner ainsi raison à la fécondité de la tradition dans le monde d'aujourd'hui. De quoi s'agit-il? La dimension domestique du développement rural ou le développement de la tradition consisterait à promouvoir dans les zones rurales un certain nombre de projets pour qu'il y ait une certitude que la tradition apporte de l'épanouissement au niveau du confort domestique. Il y a la question de l'habitat sain, l'eau potable, l'électrification adaptée, solaire, l'accès aux transistors, à la télévision, à l'Internet, le désenclavement routier, l'accès aux soins de santé. Si un tel confort domestique est réalisé, cela apporte à la zone rurale et au berceau de la tradition une certaine efficacité dans le monde d'aujourd'hui. Au niveau de l'investissement économique pour des sources de revenus, nous avons la productivité agro-pastorale, piscicole et la formation du commerce rural. Développer toutes les formes d'activité économique que nos ancêtres pratiquaient déjà et sur fond de cette expérience, bâtir une véritable dynamique économique. Par exemple, et organiser la commercialisation des productions à partir du village. Et au niveau des formations, la scolarisation et la formation aux métiers ruraux. La formation au savoir-vivre et savoir-faire traditionnel. Très important. Il faut dire que la tradition, comme toute culture, n'est pas figée. Et puis, elle se transmet par l'initiation, en mettant en place des formes de transmission des cultures traditionnelles. On les pérennise et on donne des arguments à ceux qui les défendent. Et puis, au niveau de l'entreprise culturelle, comment faire en sorte que se développe
une créativité culturelle, des arts, la littérature, les rites, la musique, tout le patrimoine culturel doit être pris en main par une créativité culturelle, des productions médiatiques adaptées, émissions, théâtre, cinéma, liées au contexte de notre village. Et puis au niveau de l'organisation sociale et la gestion du quotidien, l'importance de la palabre africaine, si fidèle à la synergie, la reconstruction de l'éthos religieux afin de briser les mafias de nos villages et les blocages de la sorcellerie. Autant de champs d'investissement qui peuvent faire que la tradition bien programmée devient une source intarissable de richesse. Le plan Marshall du développement rural et de la tradition doit s'appuyer sur les élites. L'implication des élites extérieures dans le développement rural, grâce à leurs atouts multiples, linguistiques, économiques, sociologiques, culturels, est capable, en un temps relativement court, de créer une dynamique de croissance rurale, culturelle et traditionnelle. C'est pourquoi c'est important d'insister sur la réconciliation des élites intérieures et extérieures, c'est-à-dire ceux qui vivent au village et ceux qui sont en dehors. Pour que se réalise le projet de développement rural, il est susceptible de débloquer toutes les compétences et d'impulser une vraie dynamique du vivre ensemble, de solidarité et de progrès pour tous. Nous notons effectivement que aujourd'hui, il y a une rupture entre les enfants qui sont allés en ville et qui ont grandi et qui travaillent et ceux qui sont restés au village. Or, tous ont les mêmes racines. Tous ont le même sang. Donc, ils ont, pour ainsi dire, une obligation de vivre ensemble. Comment faire en sorte que ceux qui ont la force, je peux dire, financière et économique et qui travaillent en ville, soient intégrés au village sans que cela crée des ruptures ou des déséquilibres? Comment faire en sorte que ceux qui sont au village soient assez épanouis, assez ouverts, assez hospitaliers pour accueillir dans la joie et la fraternité leurs frères et sœurs qui sont allés vivre en ville? Autant de questions qui se posent et qui mériteraient d'être approfondies pour que l'harmonie de la tradition et de la modernité se fasse de façon opérationnelle au sein des grandes familles, au sein de la famille, parce que c'est là que toutes les intuitions et les inspirations émergent et apportent un plus dans le bien-être des membres de ces familles. Enfin, il y a le développement rural qui consistera à reconnaître, pour la faire grandir, la dignité de la femme rurale en lui proposant la figure de la femme biblique, la femme forte, qui s'illustre par son dévouement domestique exemplaire. Elle a logé, nourri, vêtu, blanchi et soigné sa famille avec grand soin, dévotion et amour. C'est l'engagement d'une épouse fidèle qui donne tout pour le bonheur de son foyer. C'est aussi l'engagement d'une mère pleine d'affection qui consacre toutes ses forces à élever ses enfants, à les éduquer, à leur donner une vie et un avenir. Cette femme forte de la Bible a bâti une famille ouverte aux autres familles et à toute la société. Sa famille est devenue la fierté des autres familles. Son mariage a édifié d'autres mariages. La vie de ses enfants a servi de modèle à d'autres. Tout au long de l'histoire du salut, cette femme biblique a été un exemple qui restera de génération en génération. Et en ce qui concerne la femme rurale africaine, il faut compter sur elle. Elle n'est pas une force subsidiaire, elle est une force complémentaire.
Et la tradition africaine, dans ses aspects humains et humanistes, a toujours reconnu le rôle déterminant de la femme. Et aujourd'hui, avec la modernité, on peut dire que nous pouvons, dans la bonne harmonie, tradition et modernité, restituer toutes les personnes, qu'elles soient masculines ou féminines, au cœur d'une même dignité. Voilà en quelques mots comment aujourd'hui je crois qu'il est pertinent de poser la question des rapports entre tradition et modernité. La grande question, c'est que il faut que l'humanité se développe et de façon intégrale dans un contexte de mondialisation des cultures. Et nous devons savoir que le rendez-vous du donner du recevoir garde toute son actualité. Et nos traditions africaines ont un rôle à jouer dans l'épanouissement de l'homme d'aujourd'hui. Il n'y aura pas une vie totalement moderne, comme il ne peut plus avoir une vie totalement traditionnelle. Il faut trouver la communion et le développement des deux. Et si on écrase l'une et on valorise l'autre, cela va nuire à l'équilibre de la personnalité africaine. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est en recherche de cette identité harmonisée, mais c'est une identité, il faut le dire aux jeunes, qui se bâtit, qui se construit. Il faut un engagement. Et c'est cet engagement qui devient comme l'appel en disant, non pas sauvons nos traditions, mais vivons de nos traditions. Étudions-les, comprenons-les, adaptons-les, afin que on puisse y tirer l'héritage séculaire, voire même millénaire, qui remonte de nos ancêtres. On ne peut pas commencer à bâtir une culture à zéro. Non, un peuple sans tradition, un peuple sans racines, est un peuple déraciné, donc affaibli, et donc sans ancrage dans l'histoire. C'est donc pour nous une grande joie de proposer à votre auguste assemblée cette orientation. En d'autres termes, il faut se mettre au travail pour voir comment accueillir les richesses du monde rural, du monde traditionnel, afin de les adapter dans notre contexte, et le monde se portera encore mieux. Je vous remercie pour votre aimable attention.